J'ai entendu parler des subprimes. Je voulais savoir ce que c'était. Je me suis renseigné et voilà ce que j'en ai retenu. Après les attentats du 11 septembre 2001, les Américains étaient sous le choc. L'économie américaine doit alors être relancée. Seule la Banque centrale américaine, appelée Réserve fédérale, en a le pouvoir. C'est la banque des banques américaines qui impose les différents taux d'intérêt aux différents groupes bancaires américains. Ainsi, en accordant des taux d'intérêt quasiment nuls, la Fed va encourager les ménages américains à la consommation. Les classes de conditions modestes peuvent alors emprunter sans aucune difficulté des sommes colossales aux banques pour s'acheter la maison de leurs rêves. Mais les taux d'intérêt de ces emprunts ne sont pas fixes. Ils peuvent varier. Plus précisément, les charges financières de remboursement étaient au démarrage très allégées pour attirer l'emprunteur. Elles augmentaient au bout de 2 ou 3 ans. La Banque centrale a progressivement relevé ses taux de 1% en 2004 à plus de 5% en 2006 pour tenir compte de l'évolution de l'inflation et de la croissance américaine. Les charges financières des emprunts, autrement dit les intérêts, se sont considérablement alourdis. Du coup, les ménages se sont retrouvés dans l'incapacité de rembourser leurs emprunts appelés subprimes. Au sens le plus large, un subprime est un crédit à risque, à taux plus élevé pour l'emprunteur et donc avec un rendement plus important pour le prêteur afin de rémunérer le risque de non-remboursement. Un nombre croissant de ménages n'a pu faire face. Ils ont dû se mettre à vendre leurs habitations pour régler leurs dettes. Et les prix de l'immobilier ont fini par se retourner à la baisse dans l'ensemble des États-Unis. Résultat, la valeur des habitations est devenue inférieure à la valeur des crédits qu'elles étaient censées garantir. Les pertes se sont donc accumulées également du côté des prêteurs. On estimait fin août 2007 que près d'1 million d'emprunteurs avaient perdu leur logement. Par conséquent, les établissements de crédit censés pouvoir récupérer leur mise en vendant les habitations hypothéquées se retrouvèrent sans moyen rapide de redresser leur bilan, puisque vendre ces biens ne suffisait plus à couvrir leurs pertes. L'État américain a mis en place, non sans difficulté, le plan Paulson qui met à disposition de l'État 700 milliards de dollars pour financer d'éventuelles nationalisations et pour venir en aide aux établissements qui en auraient besoin. Voilà, après ce n'est qu'une question de banque et de confiance. La bourse repartira, connaîtra de nouveaux retournements de situation, d'autres cracks. D'ailleurs, les subprimes n'étaient pas la première grande crise, ni la pire. Remontons ensemble le temps. Nous sommes en 1928. À l'époque, les États-Unis jouissent d'une prospérité exemplaire, bien que les écarts sociaux se creusent. Mais depuis un an, une bulle spéculative gonfle à un rythme affolant. En bourse, le but de la spéculation est de réaliser des gains à court terme en revendant des actions plus chères qu'on ne les a achetées. Le danger est que ces mouvements de spéculation peuvent entraîner l'envolée des prix. En avril 1929 survient la première stagnation des cours et les taux d'intérêt augmentent. Le remboursement des intérêts devient supérieur aux gains boursiers et de nombreux investisseurs sont alors contraints de vendre leurs titres pour couvrir leurs emprunts, ce qui va pousser les cours à la baisse et déclencher une réaction en chaîne. En septembre 1929, les cours atteignent leur plus haut niveau historique. Le jeudi 24 octobre 1929, qu'on appellera bientôt jeudi noir, marque la première vraie panique. Le matin, il ne se trouve presque pas d'acheteurs, quel que soit le prix, et les cours s'effondrent. À midi, l'indice Dow Jones a perdu 22,6% de sa valeur, et une émeute éclate à Wall Street. Par un effet de domino, c'est l'ensemble de la bourse qui s'effondre, et la chute de 1930 à 1932 est supérieure à celle de l'année 1929. Le 8 juillet 1932, le Dow Jones tombe à son plus bas niveau depuis sa création en 1896. Des géants de Wall Street, tels que American Founders Group, US Steel, General Motors, General Electric, voient leurs actions perdre toute leur valeur. Le Dow Jones perd dans cet intervalle 89% de sa valeur. La valeur virtuelle de l'ensemble des titres aura perdu 72 milliards de dollars. Aucun secteur ne sera épargné par le krach. La fin de la crise s'annonce par la défaite de Hoover, républicain, aux présidentielles américaines de 1933, et la victoire de Roosevelt, démocrate, qui met en place le New Deal, nouvelle donne en français. C'est une politique interventionniste, l'État participe à l'économie du pays quand cela lui apparaît nécessaire pour protéger les intérêts des citoyens, élaborée pour lutter contre les effets dominos de la bourse.
Ce programme s'est déroulé entre 1933 et 1938 avec pour objectif de soutenir les couches les plus pauvres de la population, de réformer les marchés financiers et de redynamiser une économie américaine meurtrie depuis le krach de 1929 par le chômage et les faillites en chaîne. La Seconde Guerre mondiale s'est quant à elle tristement chargée de relancer et redynamiser l'économie américaine pour de bon. Barack Obama, récemment élu président des États-Unis, porte l'espoir de toute une génération. On voit en lui un nouveau Roosevelt et peut-être un nouveau New Deal. Les classes sociales espèrent beaucoup de lui. Il nous faut bien sûr retenir de ces crises leurs conséquences dramatiques. Mais surtout, nous devons comprendre leurs origines pour éviter de nouvelles catastrophes à l'avenir.